Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes gouverneur de la Banque de France et vous venez de publier une note de conjoncture dans laquelle on lit que l'économie développe une résilience accrue aux contraintes sanitaires. Alors est-ce que ça signifie qu'en un an, l'économie française a appris à faire avec ? Oui, nous avons appris collectivement à travailler avec le virus. Alors, je vous précise comment nous menons cette enquête de conjoncture. Chaque mois, depuis le début de la crise Covid, donc depuis mars 2020, nous interrogeons 8500 entreprises de toute taille, de tout secteur, dans tous les territoires. Et de façon totalement indépendante du gouvernement, nous publions une estimation économique. Alors, que nous dit cette dernière enquête qui est très intéressante parce qu'elle a été réalisée pour l'essentiel après les annonces du président de la République, donc après les nouvelles restrictions. C'est que sur le mois de mars, on était à moins 4% d'activité par rapport au niveau pré-Covid, et qu'au mois d'avril, nous descendrions moins qu'on ne pouvait le redouter, nous descendons à moins 7%. Alors pour vous situer ce moins 7%, c'est 4 à 5 fois moins de perte d'activité qu'il y a un an, en avril 2020, dans le premier confinement. Et c'est à peu près le même niveau qu'au mois de novembre dernier, dans le deuxième confinement. Mais vous vous souvenez qu'en novembre, les écoles n'étaient pas fermées. Donc c'est plutôt un élément favorable. Et quand on essaye de l'expliquer, je crois effectivement que dans l'industrie, dans le bâtiment, on est presque à la normale. C'est les protocoles sanitaires qui fonctionnent, avec deux secteurs qui font exception. L'automobile, qui souffre notamment des restrictions de semi-conducteurs dont on parlait tout à l'heure. Donc ça se sent déjà. Et l'aéronautique. Oui, les deux secteurs qui sont en retrait aujourd'hui, au milieu d'une industrie qui est presque à la normale globalement, c'est l'automobile et l'aéronautique. Alors cette crise, elle se concentre plutôt sur les services. Et à l'intérieur des services, les services aux entreprises fonctionnent bien. Les services aux particuliers, eux, souffrent évidemment des restrictions. C'est l'hébergement, la restauration ou les locations d'automobiles. Mais globalement, ceci donne une économie française qui est résiliente. On devrait avoir une petite croissance au premier trimestre. Petite croissance par rapport à l'année dernière. Petite croissance par rapport au dernier trimestre de 2020. Ce qui veut dire une situation qui n'était pas une situation normale, François. Oui, mais c'est au milieu de la seconde vague. Et quand vous regardez ce qui se passe dans les autres pays européens, la situation de l'économie française est relativement plus favorable. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'ensemble de l'année ? Si les restrictions supplémentaires actuelles ne durent pas au-delà du mois de mai, je tiens à le dire ce matin, nous devrions avoir pour l'économie française une croissance supérieure à 5% sur l'ensemble de l'année 2021. Donc nous confirmons la prévision que nous avions faite il y a quelques semaines, avec une levée des restrictions sanitaires qui, dans notre prévision, interviendrait sur le second semestre et un fort rebond. Et une croissance supérieure à 5%, ça veut dire, et ça je crois qu'on peut l'affirmer, que l'économie française croîtra nettement plus que la moyenne européenne cette année. La moyenne européenne est à 4%. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, François Villeroy de Galhau, mais néanmoins, ce retour possible à la normale, vous le voyez pour quand ? C'est-à-dire en imaginant que les choses aillent du mieux possible, que la vaccination fonctionne, bref, que l'on puisse imaginer le retour à une vie normale. Quand aura-t-on des chiffres économiques normaux, c'est-à-dire non pas une croissance par rapport à une situation de décroissance, mais une croissance par rapport à ce qu'était l'économie en 2018, en 2019. Voilà, alors on va remonter progressivement vers l'altitude qu'on connaissait pré-Covid, le niveau 100. Dans nos prévisions, nous atteindrions cette altitude de départ, nous bouclerions la boucle d'ici la mi-2022, donc en gros d'ici un an. Comment voir les différents secteurs, la manière dont ils traversent la crise ? Dans le reportage de la rédaction, par exemple, on entendait des propriétaires d'hôtels qui, évidemment, vivent très mal la situation actuelle, qui de surcroît ont des inquiétudes sur la situation d'après le Covid. Est-ce qu'elle va revenir à la normale pour eux ? Est-ce que les téléréunions vont continuer à suppléer à l'absence de déplacement ? Bref, comment voyez-vous les choses du point de vue sectoriel, François Villeroy de Galhau ?
Alors, si on regarde les secteurs qui souffrent le plus aujourd'hui, je l'ai dit, les services aux particuliers et l'aéronautique, si on se concentre sur les secteurs affectés par le Covid. C'est-à-dire un peu la spécialisation de la France, c'est-à-dire qu'on a 3 spécialités, le tourisme, l'aéronautique, le luxe. Alors, ce que vous dites est très important, notamment par rapport aux États-Unis. L'Europe a une part de tourisme plus importante. L'Europe est un continent magnifique, notamment le sud de l'Europe. Et c'est vrai que dans notre écart de croissance par rapport aux États-Unis, sur lequel on reviendra, le poids du tourisme joue un rôle. Alors qu'en sens inverse, les États-Unis ont l'avantage d'une économie qui est plus numérique, plus digitale, et cette partie-là profite du Covid. Pour revenir sur votre question sur la situation de ces secteurs, d'abord aujourd'hui, je le dis en toute indépendance, les aides économiques à ces secteurs fonctionnent bien. Je sais les difficultés des entrepreneurs dont vous parlez, la situation est extrêmement pénible. Mais heureusement, il y a le fonds de solidarité, il y a le chômage partiel, il y a les PGE, il y a toute une batterie d'aides qui a bien fonctionné en France. Qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de la reprise ? Ça va dépendre beaucoup de la confiance des consommateurs. Si on voit ce qui s'est passé à l'été 2020, quand il y a eu le premier déconfinement et la levée des restrictions sanitaires, là, il y a un phénomène encourageant, c'est que les consommateurs ont répondu massivement présents, nous tous. Nous avons eu envie d'aller au restaurant, à l'hôtel, de consommer, et le rebond français a été le plus fort d'Europe. On l'a vu de façon un peu moins forte, mais dans le même sens au mois de décembre dernier. Et donc, ça peut être un facteur de confiance pour la reprise. Il y aura évidemment des situations différentes selon les entreprises. Mais progressivement, les aides publiques diminueront et la consommation privée, la confiance privée prendra le relais. Mais alors, justement, lorsque l'on voit cette situation, la confiance privée, elle doit permettre notamment d'amenuiser le bas de laine, un bas de laine qui aujourd'hui est supérieur à 100 milliards d'euros, François Villeroy de Galhau, avec de profondes disparités. C'est cela aussi qui compte. Comment les choses se déroulent-elles entre ceux qui ont économiser de l'argent parce qu'ils ne pouvaient pas le dépenser, et puis ceux qui sont en dessous de la ligne de flottaison et qui n'ont pas assez d'argent pour maintenir un niveau de vie acceptable pendant cette période de crise. Alors, vous posez une question très importante qui est comment le revenu des Français a été préservé dans cette crise. Globalement, plutôt bien. Je dis bien globalement, ça ne veut pas dire que chaque situation individuelle a pu être préservée. Mais quand vous regardez l'image globale de l'année 2020, nous avons eu la pire récession depuis l'après-guerre, moins 8% de chute de l'économie. Et malgré cela, le pouvoir d'achat des Français, en moyenne, a été préservé. Ça, c'est aussi les aides publiques qui ont bien fonctionné. Nous n'avons pas d'indication aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de prudence, que dans cette préservation du revenu, il y a eu des grandes différences selon les catégories de Français, selon les niveaux de revenus. Il y a eu heureusement des dispositions prises aussi pour les plus défavorisés. Par contre, il y a eu des grandes différences sur l'épargne. Pourquoi ? Parce que le revenu en moyenne a été préservé, mais la consommation a chuté, et elle a chuté plus pour les plus favorisés. C'est eux qui peuvent se passer d'hôtels ou de consommation culturelle. Et donc l'épargne est significative, vous l'avez dit, mais l'épargne, comme toujours, elle est plutôt concentrée sur les classes moyennes ou les plus favorisées. Donc un revenu globalement préservé pour tous, mais une épargne plus concentrée sur les classes moyennes ou les plus favorisées. Alors un mot sur les chiffres de cette épargne. C'est effectivement plus de 100 milliards. L'épargne Covid, nous l'estimons à 110 milliards sur l'année dernière, à fin 2020. Et nous prévoyons que cette année va ajouter à peu près la moitié, 55 milliards. Donc au total, ça fait une espèce de réserve de croissance de l'ordre de 6 ou 7% du PIB. C'est pour ça que je souligne l'importance de la confiance privée. Si elle est dépensée, est-ce que l'on peut imaginer des méthodes, des incitations à dépenser plus, François Villeroy de Galhau. Donc, si on se retrouve avec 165 milliards d'euros dans les bas de laine, alors encore une fois, c'est une somme Les bas de laine, d'ailleurs, c'est les dépôts bancaires, les comptes surlivrés, etc. Donc, ça sert déjà à l'économie. C'est recyclé via les banques. Mais si on veut les transformer cette fois-ci en dépenses, est-ce que la Banque de France, puisque vous en êtes le gouverneur, préconise certaines mesures ? Alors, je l'ai dit, cette épargne sert déjà à l'économie, à financer des prêts aux particuliers, aux entreprises. Mais le facteur absolument clé pour que cette épargne se transforme en dépense et en soutien plus direct de l'activité à partir de l'année prochaine, c'est la confiance.
On peut inventer des mesures fiscales, des nouveaux produits, etc. Mais ça joue un rôle marginal par rapport à la confiance. Et au fond, j'ai l'habitude de dire que dans la confiance, il y a 2 grands piliers. Il y a la confiance sanitaire. C'est le premier facteur, d'où l'importance de la vaccination et de la levée des restrictions. C'est ça la meilleure mesure pour transformer l'épargne en dépenses, de loin. Et puis il y a la confiance économique. Et un certain nombre de réassurances, de clarifications qu'on donne aux Français pour les inciter à utiliser leur épargne. On va sans doute y revenir. Alors justement, sur la confiance, cette fois-ci, des marchés financiers, il y a quelque chose de très étonnant pour les néophytes. Si je prends par exemple la une des Échos aujourd'hui, il y a Veolia qui crée avec Suez un géant mondial. C'est une OPA. Après 8 mois de bataille, et bien finalement, Veolia et Suez ont trouvé un terrain d'entente. Votre réaction en tant que gouverneur de la Banque de France, François? Alors, le gouverneur de la Banque de France que je suis n'a pas du tout l'habitude de commenter des situations individuelles d'entreprise. Nous sommes d'ailleurs, nous agissons sur l'ensemble de l'économie. J'ai tenté, mais... Non. Je dis simplement, ça je le dis plus comme citoyen, si vous voulez bien, que je crois qu'un accord qui intervient entre 2 groupes français qui préservent leur ancrage français, qui donne de la clarté aux salariés, je pense aux hommes et aux femmes de Veolia et de Suez ce matin, c'est plutôt une bonne chose. Je salue au passage le rôle discret, mais je crois efficace, qu'ont joué un certain nombre de pouvoirs publics, Bercy et la Caisse des dépôts, dans cet accord. Ah oui, quel type de rôle? Je crois qu'il y a eu un certain nombre de missions de bons offices qui ont eu lieu et que le dialogue a été maintenu. Le dialogue est toujours une meilleure solution pour régler les problèmes économiques que l'invective. Mais justement, ce qui est étonnant dans ces opérations de rapprochement, puisque d'un côté on a cela, ça c'est pour la France, de l'autre on a l'euphorie de Wall Street, comment expliquer qu'à une époque où beaucoup de ménages sont dans des difficultés énormes, la bourse, les bourses, parce que la situation est aussi favorable à Paris qu'à Wall Street, comment cela se passe-t-il? Comment expliquer ce décalage entre l'économie financière et l'économie réelle? Oui, d'abord, il ne faut pas absolutiser le niveau des bourses. Il varie beaucoup. Je ne me réveille pas chaque matin. Il varie vers le haut. Je ne me réveille pas chaque matin en le prenant comme une boussole. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur le niveau des bourses depuis 1 an, il est en gros indexé sur la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu une très forte chute au premier semestre 2020, quand on avait toutes les mauvaises nouvelles. Et quand vous regardez la remontée, elle date de l'automne dernier, au moment de la découverte des vaccins. Alors, si les bourses sont un peu en avance sur la reprise économique, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, ce n'est pas une boussole. Ça n'est pas nécessairement, d'ailleurs, ce qui est le plus important pour l'économie. Ce qui est important, c'est les entreprises, les entrepreneurs, leur création d'emplois, leurs investissements. Oui, ça n'est pas le plus important pour l'économie, mais c'est peut-être un indice qui signifie qu'il y a eu énormément d'argent déversé dans l'économie pour la soutenir, en tout cas a priori, et cet argent, finalement, eh bien, il a ruisselé, mais il a ruisselé vers la bourse. Est-ce que ça, par exemple, non, vous froncez les sourcils? Guillaume Erner, je ne crois pas. Je le disais tout à l'heure, cet argent, il a permis de préserver le pouvoir d'achat des Français, et donc il a été vers les Français, de toute catégorie sociale, et puis il a permis de maintenir en vie les entreprises, notamment les PME, les TPE, les commerçants, les artisans. Le fonds de solidarité, c'est une réussite française. Les PGE, c'est de l'argent qui a été directement vers les entreprises. Alors, je le dis par rapport à notre situation à nous, Français, quelquefois, nous sommes un peu trop modestes. Nous ne savons pas saluer nos propres succès. C'est-à-dire ? Je veux dire que les aides économiques qui ont été en place en France, c'est plutôt celles qui ont le mieux fonctionné par rapport au reste de l'Europe, même s'il y a eu des dispositifs similaires en Italie ou en Allemagne, ou même par rapport aux États-Unis. Donc je crois que la bataille économique a été bien menée. Maintenant, il nous faut réussir la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était une aide d'urgence pour tout le monde. La deuxième mi-temps, c'est la reconstruction et la transformation vers une économie meilleure. Vous avez publié une tribune dans le Figaro le 2 avril dernier où vous expliquiez qu'il fallait, face au retard de croissance de l'Europe, réconcilier Keynes et Schumpeter. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Alors, Keynes et Schumpeter sont 2 Européens et 2 grands économistes du XXe siècle. On les oppose souvent. Keynes, c'est l'économiste anglais du soutien budgétaire et de la solidarité, notamment de la protection sociale. Et Schumpeter, qui est né en Autriche, mais qui est mort aux États-Unis, c'est un petit symbole, c'est l'économiste de l'innovation. Bon.
Et souvent, on oppose les deux, et l'Europe est vue comme plutôt keynésienne. Je crois que c'est très bien. On a eu besoin de Keynes en 2020, mais quand on regarde notre retard de croissance par rapport aux États-Unis, j'y reviens, il faut aussi qu'on mette un peu de Schumpeter dans notre inspiration économique, qu'on accélère, quand je parlais d'une économie meilleure, qu'on accélère vers la transformation numérique, vers la transition écologique. Ça aussi, c'est Schumpeter. Ça peut être de l'innovation. Et puis, la troisième accélération, c'est sur la bataille des compétences, qu'on soit plus qualifié. Pour le dire autrement, c'est ça que je signifie avec Schumpeter. La reconstruction qui est maintenant devant nous ne doit pas être un redémarrage à l'identique, c'est aussi l'occasion de transformer notre économie dans un meilleur sens. Mais justement, parce que le risque, et c'est une critique qui vous a été adressée, François Villeroy de Galhau, face à votre optimisme, eh bien, il y aurait... Je me méfie du mot optimisme, mais je vous dirai pourquoi. Non, mais l'idée, si vous voulez, c'est que vous vous fondez sur des chiffres qui sont des chiffres de croissance, mais que ces chiffres de croissance pourraient masquer une destruction du tissu industriel, commercial. Dans certains lieux, on voit bien, par exemple, que les petits commerces de centre-ville qui étaient déjà en souffrance avant la crise vont avoir beaucoup de difficultés à survivre à cette crise. Ils ont des stocks, ces stocks, il faut les porter. Et on voit mal comment le peu d'aide, parce que finalement, ils bénéficient de peu d'aide, ces petits commerces. Il y a eu des aides assez abondantes. C'est pas la Banque de France qui les gère, mais je souligne, il y a eu des aides sur leur chiffre d'affaires et sur leur stock maintenant. Mais... Oui, sur les stocks, ces aides arrivent maintenant, mais sur d'autres postes, comme par exemple les loyers ou sur un certain nombre de versements de salaire, il y avait des aides qui pouvaient être conditionnées, compliquées à débloquer. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce tissu économique soit détruit par la crise ? Alors, deux réactions rapides par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que les aides fonctionnent plutôt bien en France. Il se trouve que je connais bien l'Allemagne et que je vois l'Allemagne tant vivre au quotidien. Je vous surprendrai peut-être, mais les Allemands regardent vers la France avec intérêt. Là-bas, ils ont aussi des commerces fermés, les coiffeurs, etc. Et ils disent, mais regardez, chez nous, les aides n'arrivent pas. Bon, donc voyons ce qui a bien marché en France. Après, sur la reconstruction et la transformation, j'ai dit que ça ne pouvait pas être un redémarrage à l'identique. Alors, vous citez l'exemple des commerces de centre-ville. J'espère beaucoup, comme citoyen, qu'ils ont un vrai avenir. On le voit d'ailleurs dans certaines grandes agglomérations. Le commerce revient en proximité. Il faut accompagner ça. Mais ça ne peut pas être comme avant. Prenez l'exemple de la digitalisation, la numérisation des commerces. Je crois que ça a été une des aides qui a été faite. Heureusement, il y a des nouvelles formes, le fameux click and collect, etc., qui ont fonctionné dans la crise. Prenez aussi la transformation écologique. C'est un aspect très important, le verdissement de notre économie dans le plan de relance. Donc, cette crise, elle est évidemment terrible. C'est une épreuve pour tous les Français, tous les entrepreneurs. Mais ça peut être l'occasion de transformer notre économie dans un sens plus numérique, plus écologique. Je crois que c'est ça maintenant notre défi. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Anton Brender, économiste, professeur associé honoraire à l'université Paris-Dauphine. On va évoquer la question de la dette en France et puis le plan de relance américain et la manière dont celui-ci, tout d'abord, va avoir un certain nombre de conséquences concrètes sur les États-Unis, peut-être sur le reste du monde, comment il va être supporté par l'économie américaine. 8 heures sur France Culture. Nous sommes en compagnie du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Vous publiez « Retrouver confiance en l'économie » aux éditions Odile Jacob. Nous accueillons Anton Brender. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur associé honoraire à l'université de Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes, et on vous doit notamment Capitalisme et progrès social aux éditions de la Découverte. La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la crainte elle-même, une phrase célèbre dans le discours d'investiture du président américain Roosevelt en 1933. François Villeroy de Galhau, quand dans votre ouvrage vous appelez à relancer la demande des ménages, vous citez le président américain en exemple, précisant qu'il avait compris en son temps que, je vous cite, le premier levier de la sortie de la crise est la confiance des ménages. Et puis alors vous, Anton Brender, spécialiste de l'économie américaine, vous assuriez dans Alternative économique que Joe Biden s'inscrit dans une logique social-démocrate. Alors Anton Brender, est-ce que nous vivons un moment rooseveltien selon vous ?
En tout cas, on vit absolument un virage vers ce que j'appelais effectivement la direction social-démocrate. C'est Roosevelt qui l'a initié. Dans le monde d'aujourd'hui, bien, ça se traduit par des choses assez différentes, mais l'idée est exactement la même. L'arrivée au pouvoir de Joe Biden, majorité au Congrès, lui donne la possibilité de transformer l'économie américaine et la société américaine. Je pense que c'est sa volonté et c'est ce qu'il a commencé à faire Mhm. à l'issue de cette pandémie. On va voir que la façon dont l'administration américaine aborde la transformation de cette économie est très différente de tout ce à quoi on s'était habitué depuis plusieurs décennies. Mais oui, alors c'est ça, parce que c'est un peu l'économie du roller coaster des montagnes russes ou des montagnes américaines, puisqu'avec Trump, on est allé très loin dans les réductions d'impôts, dans une politique qui était favorable aux très riches. Et alors maintenant, il y a une inflexion. Est-ce que c'est conciliable? C'est plus qu'une inflexion, c'est un véritable tournant. Dans si on veut l'appeler moment rooseveltien, c'est clairement un moment rooseveltien. Ce qui est en train de se passer, si on prend simplement non pas les mesures qui ont déjà été votées, mais celles qui sont actuellement en discussion au Congrès, dont on a beaucoup parlé, et qui prévoient une hausse de l'impôt sur les sociétés pour financer des dépenses d'investissement en infrastructures qui visent à transformer vraiment les infrastructures, moderniser et transformer la nature des infrastructures que les États-Unis mettent à la disposition de ceux qui travaillent aux États-Unis, des entreprises et des salariés. Eh bien, il y a nettement un changement complet de philosophie. L'idée, c'est quoi? C'est de dire on va arrêter de se faire concurrence en essayant de proposer aux entreprises les taux d'impôt sur les profits les plus Mhm. faibles, et on va essayer de devenir plus attractif pour les entreprises en leur proposant des infrastructures plus modernes, une main-d'œuvre mieux Mhm. formée. Et ça, c'est une logique, mais qui est à l'opposé de celle dans laquelle les pays avancés sont engagés depuis maintenant plusieurs décennies. Ce n'est pas une concurrence en essayant de baisser les charges, de baisser les impôts qu'on Mhm. demande aux sociétés de payer. C'est au contraire en leur disant on vous propose de payer des impôts élevés, on vous demande de payer des charges, mais en échange, on va vous offrir des infrastructures qui vont vous rendre plus performants. Joe Biden le dit, mais très exactement dans ces termes. Et je pense que dans la concurrence internationale, c'est un basculement qui va produire des effets pendant assez longtemps et dont on a un peu de mal aujourd'hui en Europe à bien comprendre à quel point il est essentiel. Oui, alors d'un côté, on a donc cette politique fiscale qui est effectivement une politique plus ambitieuse, puisque les taux d'impôt vont augmenter pour les entreprises, une lutte contre ce qui pouvait être perçu comme certains États américains, paradis fiscaux, en tout cas présentant des avantages fiscaux, cela va être réduit, et puis un gigantesque plan de relance, cette fois-ci dirigé vers les consommateurs, Anton Brender. Il y a deux plans. Il y en a un qui est déjà voté, qui est un plan de soutien et de relance de la consommation, mais lui-même, il comporte aussi une dimension de transformation de la société. Si on regarde bien le détail des mesures qui ont été votées par les démocrates, et qui, il faut être honnête de ce point de vue-là, prolonge en partie celles qui avaient été votées par le Congrès et Donald Trump, sont des mesures qui visent à soutenir la partie la plus défavorisée de la population. Ça a été dit tout à l'heure, cette pandémie, elle a frappé un segment, ce n'est pas une récession normale, ce qu'on vient de traverser, c'est vraiment la conséquence d'une fermeture d'une partie des activités, celle où on est en contact avec le public. Et il se trouve que dans ces activités, ce sont essentiellement, en tout cas aux États-Unis et même ailleurs, les minorités les plus défavorisées de la population qui travaillent. Et ce qu'on a fait, et ce sont elles qui ont été touchées, et ce qu'on a fait aux États-Unis, c'est non seulement de maintenir leurs revenus, mais au total, quand on va faire le bilan des 2 années qui viennent de s'écouler, et ça a été renforcé encore par le dernier plan de Joe Biden, on va s'apercevoir que la partie la plus défavorisée de la population aux États-Unis va avoir gagné plus, avoir eu plus de revenus qu'elle n'en aurait eu pendant une période normale. Et ça, c'est la grande particularité du soutien qui a été apporté aux États-Unis, c'est qu'il fait que les ménages américains ont un revenu disponible qui va être plus élevé malgré cette pandémie, au travers de cette pandémie, qu'il n'aurait été autrement. En Europe, on a agi rapidement, on a préservé, ça a été dit et c'est Mhm. parfaitement vrai, on l'a fait très vite et sans aucune hésitation, on a préservé le revenu des ménages. Aux États-Unis, on a augmenté fortement le revenu disponible et en particulier celui de la partie la moins favorisée de la population américaine. Et ça, Joe Biden va continuer de le faire,
On n'a pas assez souligné qu'une grande partie des mesures qui ont été votées, presque un cinquième du dernier programme qui a été voté, eh bien, ce sont des aides à l'enfance et aux familles qui ont des enfants. Et ça, c'est la volonté de corriger un certain nombre Mmh. des défauts de la société américaine. Et c'est en ce sens qu'on a un vrai virage qui est en train de s'amorcer aux États-Unis. François Villeroy de Galhau, en tant que gouverneur de la Banque de France, votre regard justement sur ces mesures qui sont faites en Amérique pour restaurer la confiance en l'économie et la sensation que l'Europe est à la traîne par rapport à ces mesures-là. Alors, je ne crois pas que l'Europe est à la traîne, mais je suis d'accord, c'est un mouvement très important aux États-Unis. Anton Brender disait moment rooseveltien. On pourrait presque dire moment européen. Parce qu'il faut souligner. Elle est factuellement à la traîne quand même, parce que je Non, savais on que va vous êtes- revenir sur la croissance et l'Europe a certaines choses à retenir des États-Unis. Mais on a une situation de départ qui est complètement différente. C'est-à-dire, vous regardez le niveau des dépenses publiques et des services publics, il est 50% supérieur en Europe. Vous regardez le niveau des impôts, il est aussi 50% supérieur en Europe, particulièrement en France. Vous regardez le niveau des inégalités, il est 50% supérieur aux États-Unis. Donc, les mesures de Joe Biden, qui sont, je crois, vont dans le bon sens, sont une façon de rapprocher un peu la société et l'économie américaine de l'économie européenne. À travers ça, moi, je retiens deux leçons et je crois que je les détaille un peu dans ce livre « Retrouver confiance en l'économie ». La première, c'est que je crois qu'il est temps de passer à la stabilité fiscale et j'espère que le changement, à travers le changement Biden, c'est qu'on arrête la course à toujours moins d'impôts de par le monde. Il faut dire d'ailleurs honnêtement que cette course, elle était partie des États-Unis dans les années Reagan. Mais si on arrête cette course, je crois que c'est une bonne chose. Il ne s'agit pas en France de monter les impôts, ils sont déjà très élevés. Parce que vous trouviez que les impôts avaient trop diminué en France ? Non, je trouve simplement qu'on parlait tout à l'heure de la confiance des ménages, de ce que j'appelle la confiance économique. La stabilité fiscale, ça serait très nouveau. En France, personne ne comprend plus rien, y compris du côté des entrepreneurs, à ces impôts qui changent tout le temps. Donc on arrête la course à la baisse partie des États-Unis. Et puis, il y a quand même un deuxième aspect que nous, Européens, on doit regarder avec intérêt. C'est tout ce qui, aux États-Unis, participe du dynamisme de la capacité d'innovation et de transformation. Je le disais tout à l'heure, je le détaille dans ce livre, nous devons réconcilier Keynes et Schumpeter. Donc, Keynes, c'est la solidarité, le soutien. Les Américains font avec Biden un pas dans cette direction et c'est très bien. Nous, Européens, il faut qu'on fasse un pas vers Schumpeter et la capacité d'innovation. Parce que, regardez dans le plan Biden, les infrastructures américaines étaient très en retard. Je ne sais pas s'il est arrivé à certains de ceux qui nous écoutent de prendre un train aux États-Unis. C'est un train européen d'il y a 30 ans. Au mieux. Bon, donc ça, c'est bien. Mais il y a aussi de l'investissement dans l'éducation, dans la recherche, dans les nouvelles technologies. Et là, il faut, nous, Européens, qu'on accélère. N'y a-t-il pas, Anton Brender, justement, une faculté américaine d'avoir un tel plan de relance au vu de la spécificité des États-Unis, au vu tout simplement du dollar ? Est-ce que ça n'est pas un privilège qu'ils ont et que nous ne pourrions pas avoir, nous, Européens ? Je ne pense pas, mais il faut rappeler, et Villeroy de Galhau a tout à fait raison, de nous dire que les deux sociétés étaient très différentes et qu'en matière d'inégalité et d'inéquité sociale, il y avait effectivement des choses à rattraper et on vient simplement d'essayer d'esquisser le début d'un rattrapage dans ce domaine aux États-Unis. Ceci étant, les moyens déployés, la taille du déficit budgétaire, des emprunts que les États-Unis vont faire, est importante, mais le plan d'investissement en infrastructure, il va être financé, il faut le rappeler, non pas par de l'emprunt, mais bien par, en tout cas sur les prochaines années, on va lever des impôts supplémentaires pour le financer. Et en principe, au bout de 15 ans, on aura entièrement financé par une hausse des impôts sur les sociétés le plan d'investissement en infrastructure dont on vient de parler. Si on regarde ce qui s'est passé du côté européen, c'est là, au contraire, qu'on emprunte. On n'a pas parlé encore du plan que l'Europe, et ça a été aussi une très belle chose, et on ne le commande pas assez, vient de faire. L'Europe, pour la première fois, va emprunter plusieurs centaines de milliards pour essayer de moderniser son économie. Elle le fait collectivement, et elle le fait en empruntant d'une façon relativement innovante, puisque c'est l'Union européenne qui va emprunter, et les pays européens qui vont, plus ou moins solidairement, disons, se porter emprunteur. Ça, c'est une innovation majeure et ça prouve que l'Europe peut emprunter. Les États-Unis vont financer leur plan par des hausses d'impôts. L'Europe n'a pas prévu de financer ce plan par des
hausse d'impôts, en tout cas pas les impôts que nous connaissons, elle va inventer de nouveaux impôts qui seront prélevés sur des entreprises multinationales, etc. Mais ce sont des nouveaux impôts qui seront attribués à l'Union européenne et qui serviront sur plusieurs décennies, sur 30 ans, à rembourser ces emprunts. C'est une forme de financement innovante. L'Europe a eu l'audace de le faire. Le problème, c'est que là aussi, la mise en place risque de prendre du temps et que peut-être que nous avons manqué un tout petit peu d'ambition en matière de taille de ce projet. Mais c'est déjà bien de l'avoir fait. Mais l'Europe peut emprunter. La preuve, c'est qu'elle va le faire. Alors on va demander au gouverneur de la Banque de France, non pas si l'Europe peut emprunter, parce qu'elle a emprunté, mais si la France, par exemple, ne va pas se retrouver avec une dette trop importante, ou peut-être qu'elle pourrait ne pas rembourser. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Peut-être un mot d'abord, si vous permettez, sur l'Europe, parce que je crois que l'Europe nous sert deux fois dans la relance. Elle nous sert pour ce plan d'emprunt commun, les 750 milliards dont Anton Brenner vient de parler, qui sont une grande nouveauté. Alors il faut que ça aille plus vite. Je crois que d'ailleurs, ce n'est pas tellement un problème de taille de ces 750 milliards, c'est souvent un problème de vitesse. Mais l'Europe sert une deuxième fois, on ne l'a peut-être pas assez dit, sur tous les emprunts qui sont faits au niveau national. Il y a eu en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, des emprunts massifs pour soutenir l'activité économique. Et nous avons pu faire ces emprunts grâce à l'euro. La France, elle emprunte aujourd'hui à 10 ans à 0%, peut-être même un peu moins. Ça, c'est grâce à l'euro. Si l'Italie a pu faire face alors qu'elle était la première éprouvée, vous vous souvenez, en mars 2020, c'est aussi grâce aux décisions que nous, Banque Centrale Européenne, nous avons prises. Donc, on critique souvent les imperfections de l'Europe, sa lenteur, mais je le souligne beaucoup dans ce livre, l'Europe, c'est quand même notre atout dans cette compétition mondiale. On dit, les États-Unis, ils ont le dollar, nous, on a l'euro. Et justement, si nous avons l'euro, cette dette, qu'est-ce qu'il faut en faire, François Villeroy de Galhau? Alors, certains proposent l'annulation de la dette. Certains, effectivement. Alors, je vais le dire très simplement, ça n'est pas possible. Pourquoi? Voilà. C'est tentant, mais d'abord, quand vous arrêtez, si vous me prêtez 100 euros, et que je vous dis du jour au lendemain, je ne vais pas vous les rembourser, vous ne me prêterez plus jamais. Donc on casse la confiance vis-à-vis des prêteurs. Mais dans le cas particulier de la dette qui est détenue par la Banque centrale, il se trouve que la Banque de France détient à peu près 600 milliards de dettes françaises. Si on devait l'annuler, c'est incompatible avec le pacte de confiance de l'euro sur lequel nous nous sommes engagés il y a 30 ans. Donc ça revient à quitter l'euro, il faut le dire très simplement. Sauf si tout le monde fait cela. Non, oui, mais il n'y aura pas d'accord. Ce débat sur l'annulation, il n'existe pratiquement qu'en France. Parce qu'attendez, François Villeroy de Galhau, il faut faire de la pédagogie. Vous n'êtes pas une banque comme une autre, vous êtes la Banque de France. Oui. Les États ne sont pas des entreprises, des particuliers. Donc si je vous prête de l'argent ou si vous m'en prêtez et que je ne vous rembourse pas, évidemment, vous serez mécontent, vous ne me prêterez plus. Mais si vous êtes un État, ces règles ne sont plus valides. Laissez-moi expliquer les choses. D'abord, quand on a construit l'euro, qui est une monnaie qui inspire confiance, on retrouve toujours l'importance de la confiance, on a posé des règles du jeu. Et l'annulation de la dette, ça n'est pas compatible avec ces règles du jeu. Ce n'est pas un technocrate de Bruxelles qui les a mis. C'est la signature de la France et ça a été ratifié, souvenez-vous, par référendum. Aucun autre pays européen ne propose d'annuler la dette. Au passage, aucun pays en dehors de l'euro, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni le Japon ne propose d'annuler la dette. Et il y a des bonnes raisons pour ça, parce que dans l'histoire, quand on annule la dette détenue par la Banque centrale, ça se traduit par de l'inflation. Ça, c'est une première raison. Il y en a une deuxième, je le dis très vite. Imaginons quand même que la Banque de France puisse annuler ces 600 milliards. Pendant une seconde, nous nous sommes enrichis de 600 milliards. La seconde suivante, il faut constater une perte de 600 milliards dans les comptes de la Banque de France. Et la Banque de France, elle appartient à tous les Français. Donc nous avons reperdu les 600 milliards. Alors qu'est-ce qui se passerait justement? Expliquez-nous concrètement. Je crois simplement pour dire qu'il ne faut pas passer trop de temps sur cette séduction, mais qui est une illusion de l'annulation de la dette. Par contre, c'est normal d'avoir des vrais débats sur la dette, et j'espère que nous les aurons dans notre démocratie. C'est quelles sont les stratégies de remboursement? Et il y en a, et il faut se donner du temps, j'insiste sur la durée. Et puis deuxièmement, à quoi elle sert, cette dette? Et si vous me permettez un souhait, que je détaille beaucoup dans ce livre, c'est qu'on parle aussi de la qualité des dépenses. Il faut investir dans l'avenir, dans la jeunesse, dans l'éducation. Mais alors, François Villeroy de Galhau, expliquez-nous, si vous constatez dans votre bilan une perte de 600 milliards d'euros, qu'est-ce qui va se passer?
Il va se passer que la confiance, d'abord le patrimoine des Français... Non, moi je parle sur le plan patrimonial, pas sur le plan psychologique. Non, sur le plan patrimonial, la Banque de France appartient aux Français, donc leur patrimoine a diminué d'autant. Ils se sont apparemment allégés de 600 milliards de dettes, mais ils ont perdu 600 milliards d'actifs. Donc c'est absolument neutre. Par contre, la confiance des citoyens français et européens dans l'euro, elle aura beaucoup diminué. Aujourd'hui, l'euro inspire confiance aux 3/4 des Européens. C'est un de nos plus grands succès. Cette confiance, elle est fondée sur le fait que la valeur de la monnaie est préservée. Quand on commence à faire ce qu'on appelle les financements monétaires de déficit, c'est-à-dire c'est la Banque centrale qui paye les fins de mois des États, partout. Regardez l'Argentine, le Liban, beaucoup de pays émergents, la confiance dans la monnaie fond. Et ça, dans l'incertitude que nous vivons, c'est la pire chose. Vous ne prenez pas les exemples de pays... Non, mais c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Je peux vous prendre aussi des exemples dans l'histoire du XXe siècle en Allemagne. Les Allemands ont vécu 2 fois cette perte de confiance dans la monnaie. Ce n'est pas non plus rassurant. Oui, mais Guillaume Erner, on peut dire la confiance dans la monnaie, c'est comme l'air qu'on respire, c'est assuré. Pourquoi est-ce qu'elle est assurée ? Parce qu'il y a ce type de règles. Partout où il y a eu financement monétaire des déficits, c'est-à-dire on fait tourner la planche à billets pour financer les fins de mois des États, ça se termine par une monnaie fondante, c'est-à-dire une monnaie qui perd de sa valeur, une grande inflation. Ça plaisait beaucoup à Keynes, la monnaie fondante. Il faut expliquer aux auditeurs ce qu'est la monnaie fondante. La monnaie fondante, c'est très simple. Vous détenez 50 € dans votre poche, vous savez ce que vous pouvez acheter, y compris l'an prochain. Donc vous gardez les 50 €, vous avez confiance dans la monnaie. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes payé par ces 50 €, vous avez confiance. Le jour où vous n'avez plus confiance, l'activité économique s'arrête. Et surtout, plus personne ne se projette dans l'avenir. Il n'y a plus de projets, il n'y a plus d'investissement. Et ça, c'est la pire maladie qui puisse arriver à l'économie. Donc, je le dis avec un peu de gravité, ne prenons pas ce risque pour notre pays. Par contre, continuons à débattre de la dette, mais autrement. Quelle durée, quels ingrédients et surtout, quelle affectation, quelle bonne dépense. Anton Brender, qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je suis d'accord sur le dernier point avec ce que vient de dire François Villeroy de Galhau. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec la dépense publique et qu'effectivement, il faut que cette dépense, elle serve à financer l'avenir, donc l'éducation, la santé, les infrastructures dont on parlait tout à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, je pense que discuter à l'infini sur faut-il ou pas annuler la dette est relativement stérile. Je pense que l'Europe est aujourd'hui confrontée à un autre problème. Ce qu'on vient de découvrir, c'est que nos États, dont on disait il y a simplement quelques années qu'ils étaient au bord de la faillite, alors qu'ils avaient moitié moins de dette par rapport au PIB, aujourd'hui, la Commission, quand elle fait ses études, nous dit finalement, on est à 120, on va vers 130%, pas la France nécessairement, mais certains pays européens sont nettement au-dessus. En tout cas, tout le monde, sauf l'Allemagne et les Pays-Bas, est au-dessus de 100 points de dette par rapport au PIB. Et tout ça paraît tout à fait soutenable. Il n'y a pas si longtemps, c'était 90% la limite. La leçon, c'est quoi ? C'est que l'Europe aujourd'hui, dont elle doit discuter, ce n'est pas de savoir si on va ou pas annuler la dette Covid. C'est de savoir si les règles budgétaires dont on s'est doté, ces fameux 60% vers lesquels il faut revenir, ces 3% de déficit qu'il ne faut pas dépasser, quelles que soient les circonstances, et qui nous ont déjà conduit une fois à une crise dramatique dont l'euro a failli périr. C'est la Banque centrale d'ailleurs qui a sauvé l'euro à ce moment-là, en 2012. Eh bien, est-ce que ces règles budgétaires, dans le monde dans lequel nous sommes, sont bien les bonnes ? Elles ont été définies il y a maintenant plusieurs décennies, dans un monde complètement différent. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont complètement inadéquates et ce sont elles qu'il faut modifier. On en parle à Bruxelles, mais je ne sais pas si on est complètement au clair aujourd'hui sur le fait que c'est là le point essentiel. Ce n'est pas de savoir s'il faut annuler la dette Covid, c'est comment est-ce qu'on se prépare dans un monde où la compétition va jouer sur les investissements publics. Eh bien, comment est-ce qu'on se prépare à avoir des marges de manœuvre dont on a besoin pour aborder cette compétition ? François Villeroy de Galhau, une réaction, mais au-delà de ça, on a l'impression quand même que toutes les règles économiques traditionnelles sont aujourd'hui caduques. On disait qu'il n'y avait pas de repas gratuits et puis on distribue de l'argent. Et on disait qu'il fallait être précautionneux avec les finances publiques et aujourd'hui les robinets sont ouverts. Pourquoi ne pas changer toutes les règles comme vous y invite en partie Anton Brender ? D'abord, je crois que nous avons un accord important avec Anton Brender, c'est que le débat sur l'annulation de la dette, il n'a pas d'intérêt. Donc passons à autre chose, et y compris le débat sur les règles. Il faut d'abord relever que l'Europe a été pragmatique en la matière parce que ces règles budgétaires, ces fameuses règles, elles ont été suspendues depuis le début de la crise Covid. Elles ne s'appliquent pas ni sur 2020, ni sur 2021, ni sur 2022.
Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Alors, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut toujours des règles parce que c'est quand même le commencement de la sagesse, et notamment la sagesse, c'est le fait que nous n'accumulions pas des dettes pour les générations suivantes. On parle beaucoup de croissance durable, d'environnement, mais la dette, ça fait partie de ça. Vous savez, la dette, c'est le sac à dos qu'on transmet à la jeunesse. Aujourd'hui, un jeune qui démarre dans la vie en France, il a un sac à dos qui pèse à 120% du PIB, qui pèse 6 fois plus lourd que quand moi j'avais 20 ans. C'était il y a 40 ans, c'était il y a très longtemps, mais c'était 20% du PIB. Oui, mais d'un côté, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Alors, voilà, mais il faut toujours des règles, parce qu'il faut garder un cap, une sagesse, une prévisibilité, mais il faut probablement des règles rénovées, et qui tiennent compte, effectivement. Lorsque vous aviez 20 ans, François Villeroy de Galhau, les taux d'intérêt étaient considérablement plus importants qu'aujourd'hui. Absolument. Mais il faut toujours des règles, mais il faut notamment se donner probablement beaucoup plus de temps pour consolider la dette publique et commencer à stabiliser, à faire reculer l'endettement. Il faut aussi différencier sans doute ce rythme par pays, et de ce point de vue-là, les règles passées, elles sont trop unilatérales. J'ajoute une dernière chose, c'est que nous ayons vraiment un débat sur à quoi nous utilisons la dépense publique. Vous savez, des économistes de la Banque de France, et j'essaye de l'illustrer dans ce livre « Retrouver confiance en l'économie », ils montrent clairement qu'investir dans l'éducation ou investir dans les investissements, non seulement c'est plus porteur d'avenir, mais ça rapporte plus de croissance assez rapidement. Donc ça, c'est le débat qu'on appelle techniquement des multiplicateurs. Mais regardez, cette question de savoir à quoi on peut affecter la dépense publique, c'est un débat que nous n'avons jamais. Je vais prendre un exemple très modeste, qui est l'exemple de la Banque de France. À la Banque de France, nous essayons, par un effort d'organisation, de modernisation, qui est exigeant, de diminuer nos dépenses de fonctionnement. Mais du coup, nous avons augmenté nos dépenses d'investissement dans la numérisation, dans la transition écologique, dans l'immobilier. Donc je crois que c'est ce débat-là qu'il faudrait vraiment que nous ayons. Si ça peut faire partie des règles européennes rénovées, ça serait très bien. Un mot de conclusion, Anton Brender. Non, je suis d'accord sur ce point. Effectivement, encore faut-il avoir le courage politique. C'est très bien de le faire à la Banque de France. C'est un très bon exemple qui est donné. Le problème, c'est d'avoir le courage de le faire au niveau du pays. Et effectivement, est-ce que nous investissons suffisamment ? Est-ce que la qualité de nos dépenses en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de lutte pour le climat, est-ce que nous investissons bien ? Est-ce que nous investissons suffisamment ? Est-ce que notre dépense publique est bien utilisée ? Et c'est ça la vraie question, et c'est un débat qui est politique, ce n'est pas un débat qui est un débat purement technocratique. Il faut arriver à le faire, et on en est loin malheureusement, et c'est juste là-dessus que je suis un petit peu inquiet en France. Un mot de conclusion, François Villeroy de Galhau. D'abord, je crois que le débat américain peut nous aider à avoir ce débat sur la qualité. Et ensuite, je crois que tout ce que nous disons, ça fait partie de ce que j'appelle la confiance privée, c'est-à-dire la confiance des consommateurs et des entrepreneurs. Ce que je veux souligner dans ce livre, c'est arrêtons un peu de douter de nous-mêmes. Nous avons de l'épargne du côté des consommateurs, nous avons beaucoup de projets d'investissement, d'embauche du côté des entrepreneurs. Et puis nous, Européens, nous avons la chance d'avoir un modèle. C'est un modèle de justice sociale, c'est un modèle environnemental. Moi, j'y crois profondément. Ce n'est pas des mots très habituels dans la bouche d'un gouverneur de la Banque de France. Ce n'est pas au moment où on voit les Américains se diriger en partie vers ce modèle européen que nous allons raser les murs. Dans la compétition entre l'Amérique et la Chine, le monde a besoin d'un modèle européen plus innovant, rénové, c'est Schumpeter dont nous parlions. Mais ça, quand je parle à la fin de ce livre de réinventer notre modèle, c'est ma conviction la plus forte. Le monde de 2021 a besoin d'une Europe qui soit présente et qui y croit. Arrêtons un peu de douter de nous-mêmes, ayons davantage confiance. François Villeroy de Galhau, Retrouver confiance en l'économie, c'est votre livre publié aux éditions Odile Jacob. Anton Brender, Capitalisme et progrès social aux éditions de La Découverte. Et puis également La nouvelle économie américaine, c'est aux éditions Economica.